d'entreprise que d'être un acteur direct. Et la franchise, c'est la réunion de tout ça. Une petite question quand même encore avant d'aller plus loin. D'autres franchiseurs dans des secteurs comme la coiffure, comme les agences immobilières, on y reviendra peut-être, dans les fleurs aussi, ont apporté quelque chose de nouveau dans leur métier, ont suivi un peu votre démarche et sont intervenus sur un marché qui lui aussi était atomisé et ils l'ont structuré. Et ils l'ont structuré en se multipliant. Il y a beaucoup de chaînes de coiffure, beaucoup de chaînes d'agences immobilières. Comment vous expliquez que vous êtes la seule chaîne de franchise sur votre créneau ? Pour moi, la franchise le concept de franchise est nécessairement associé à un décalage. C'est-à-dire que je pense que pour qu'un réseau de franchise ait une pérennité, ait une sécurité de vie pour le franchiseur et pour ses franchisés, il faut qu'il soit différent, que l'offre qu'il recouvre soit différente de la pratique habituelle du secteur. Et c'est ce que nous avons fait. Nous, alors que la pratique habituelle du secteur, c'est de faire des maisons individuelles clés en main, nous avons créé un concept, pour toute une série de raisons à l'époque, qui reste valable aujourd'hui. Nous avons créé un concept complètement différent. Complètement différent, puisque la maison qui est livrée par Mikit, c'est une maison dite prête à finir, c'est-à-dire une maison dans laquelle le client va participer à l'édification de la maison en terminant l'intérieur de la maison qui est constitué de kits. Alors l'effet est important, puisque c'est un effet d'économie. Le client qui achète une maison Mikit va la payer 20 à 30% moins cher que si nous la terminions. Donc l'effet induit nécessaire, et je reviens à la notion de produit financier, c'est que le montant moyen du remboursement mensuel sera d'autant plus faible que le prix d'achat sera plus faible. Donc nous avons cultivé ce décalage initial. Et ce décalage, il est dans le concept, mais il est aussi dans tout le savoir-faire qui l'accompagne. Et finalement, si nous sommes toujours les seuls sur ce créneau aujourd'hui, c'est parce que ces décalages sont souvent incompatibles avec la culture et la pratique quotidienne du monde de la maison individuelle. Mais vous auriez pu avoir des imitateurs, des challengers, des suiveurs. On en a eu au fil des années, parce que ça fait quand même 25 ans quasiment maintenant que le concept existe, mais qui ont présenté ce produit comme une variété de leur gamme principale. Or, pour moi, un concept de franchise doit avoir une identité très forte et ne pas être un sous-produit ou un produit parallèle. D'accord. Et ça, c'est une vérité générale, pas seulement dans votre secteur. Tout à fait. Alors, au début, vous avez recruté des gens du secteur, des professionnels de la construction et de la maison individuelle. Ce sont pendant les premières années. Et puis, vous avez, à un moment donné, changé radicalement votre stratégie de recrutement pour ne plus recruter que des gens, des couples en particulier, venus de l'extérieur du secteur. Pourquoi ce changement de stratégie ? Disons parce que nous avons appris sur le tas notre métier de franchiseur et donc nous avons affiné notre analyse progressivement. Effectivement, la tentation la plus forte quand on crée un réseau de franchise, c'est d'aller à la solution de simplicité apparente. C'est-à-dire de dire, je vais prendre des professionnels du secteur, je vais proposer mon concept à des professionnels du secteur. Et il s'avère que ça, tout ce qui nous concerne, c'est une erreur. Pourquoi ? Ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire la notion de décalage. Lorsque vous êtes en présence de quelqu'un qui a des habitudes, qui a des pratiques, qui a un certain professionnalisme, et que vous lui demandez de faire un métier qu'il croit proche, mais d'une manière totalement différente, il a un mal fou à changer d'habitude. Il a un mal fou à s'adapter à un concept qui est différent de celui sur lequel il a travaillé. Donc on s'est très vite aperçu, parce qu'un franchiseur c'est avant tout un transmetteur de savoir-faire, un formateur, un accompagnateur, on s'est très vite aperçu que c'était infiniment plus compliqué et pour nous et pour nos franchisés que de s'adapter à ce concept en étant issu du monde de la maison individuelle. Donc au bout de 4-5 ans, j'ai opéré un changement radical, c'est-à-dire que nous avons décidé de ne plus prendre comme franchisés des personnes qui venaient du monde de la maison individuelle. À ce moment-là, vous étiez à combien de franchisés ? Le réseau, on était à 25 environ, à 25-30. Donc là, on peut encore, quand on est franchiseur, faire ce type de virage, mais c'est dangereux quand même. Dangereux, non, parce qu'on était sûr de nous. On savait très exactement qu'on n'avait aucune chance de ne pas y arriver, parce que on était très sûr de notre savoir-faire, très sûr de notre concept, très sûr de notre capacité à le transmettre. Donc pour nous, il s'agissait alors de chercher plutôt un profil d'homme ou de femme
un profil de chef d'entreprise, et à partir d'une capacité à diriger une entreprise selon le modèle de gestion que nous avions conçu, c'est-à-dire une petite entreprise familiale, de proximité, de lui transmettre un savoir-faire de A à Z. On était sûr que ce franchisé-là allait nous écouter. Or, je considère qu'il y a deux causes de réussite dans la franchise, ou d'échec, si elles ne sont pas remplies. Un, la franchise, c'est un métier de chef d'entreprise. Ça veut dire qu'il faut travailler beaucoup, qu'il faut s'impliquer beaucoup. Mais ça, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, c'est le propre du chef d'entreprise. Le deuxième facteur de réussite, qui est complètement fondamental, c'est qu'il faut écouter le franchiseur. C'est que le franchiseur, il a un savoir-faire, son travail à lui, c'est de le transmettre, il faut l'écouter. Quand un franchisé s'écarte du savoir-faire, il prend des risques. Alors, quel type justement de profil vous avez recruté à partir de ce moment-là? Parce que quand on dit « je ne prends plus les gens du secteur », ça veut dire qu'on s'ouvre absolument à tout le monde. Ceci étant, vous venez de déjà donner un petit peu quelques pistes. Quels sont les profils des franchisés qui vous ont rejoints? D'où venaient-ils au point de vue secteur professionnel? De quel secteur venaient-ils? Alors là, la liste est longue, puisque par définition, quand nous avons pris cette décision de ne plus prendre des gens issus de la maison individuelle, nos recrutements sont faits sur un thème. C'est d'ailleurs toujours le cas sur notre stand à ce salon, changer de métier. C'est sur le thème changer de métier. Nous nous sommes adressés à des gens qui, pour différentes raisons, avaient une expérience professionnelle et souhaitaient devenir chef d'entreprise. Ce qui était capital pour nous, et c'est toujours vrai aujourd'hui, c'est de vérifier la réelle volonté chez le candidat à vouloir créer une entreprise. Je ne dirais pas que c'est une vocation de créer une entreprise, parce que c'est souvent un cheminement lent, mais c'est une réflexion, c'est une orientation complètement différente de celle qui consiste à être salarié, y compris à être cadre supérieur, voire manager. Créer une entreprise, c'est être le numéro un, c'est être celui qui décide en finale, c'est risquer son propre argent. Et ça, il faut que cette volonté existe réellement chez le candidat franchisé. Le candidat franchisé qui a cette volonté et qui a l'intelligence de le faire dans un cadre sécurisant, dans le cadre sécurisant qu'est la franchise, est celui qui a compris que par contre le chef d'entreprise devait s'entourer de conseils, qu'il ne pouvait pas tout inventer tout seul, sous peine d'avoir besoin d'investir énormément d'argent et d'y passer beaucoup de temps. Et il a compris que la franchise était un vecteur de raccourcissement des délais, un vecteur d'investissement moindre qu'en se lançant en solo dans un domaine d'activité qu'il ignore. Donc nous sommes partis sur une identification de personnalité pratiquement. C'est-à-dire de dire, cherchons quelqu'un qui a la capacité, la volonté et la capacité à diriger une entreprise de 5 ou 6 personnes, y compris éventuellement avec certains membres de sa famille. Dès lors que nous pouvons identifier cela, peu importe le secteur d'où il vient. Alors dans le réseau Mikit, il y a des gens qui viennent, je vais en oublier des secteurs parce qu'il y a de tout secteur, de la grande distribution. Il y a des gens qui viennent de l'informatique, il y a des gens qui travaillaient dans l'automobile. Je vais vous citer une anecdote un peu bizarre, mais c'est comme ça. On a 2 vétérinaires, enfin 2 anciens vétérinaires dans le réseau Mikit et qui réussissent parfaitement bien. Bref, le secteur d'origine ne nous intéresse pas en tant que tel. C'est la personnalité du candidat qui nous intéresse. Alors justement, comment faites-vous pour être sûr ou pour diagnostiquer les capacités de devenir chef d'entreprise chez quelqu'un qui ne l'est pas? Par exemple, vos vétérinaires, enfin tous les gens que vous citez là, peut-être venaient-ils de secteurs qui n'allaient pas très bien, ou peut-être eux-mêmes avaient eu un itinéraire avec une difficulté, parce que bien sûr il y a des raisons positives de devenir chef d'entreprise, c'est parce que bon, c'est l'ascenseur social, quoi, on veut changer de statut. Mais il y a aussi des gens qui veulent devenir chef d'entreprise parce que de toute façon ils sont coincés, ils n'ont pas tellement le choix, c'est ça ou le chômage. Bon. Comment vous discernez chez quelqu'un le talent de chef d'entreprise, parce que je crois qu'on peut parler de talent? Comment vous discernez? Comment vous faites? Je revendique déjà le droit à l'erreur, c'est-à-dire que le recrutement d'un franchisé, l'entrée d'un franchisé dans un réseau, c'est un travail qu'on fait à 2, le candidat franchisé et nous.
Et il faut qu'on trouve ensemble que le processus que nous proposons convienne à la personne et qu'elle ait fait les vérifications nécessaires, à la fois par ses propres investigations. C'est une forme de motivation que nous repérons chez le candidat franchisé, c'est-à-dire qu'il ait fait des recherches sur, par exemple, notre marché, qu'il ait fait des recherches dans différents domaines de la création d'entreprises, et aussi qu'il soit très conscient du contenu du métier. Et c'est pour ça que nous l'engageons à aller chez les franchisés Mikit, à rencontrer un maximum pour que, au-delà de ce que nous, franchiseurs, on lui explique, il puisse valider sur le terrain, en côtoyant des gens qui seront ses futurs confrères, que c'est un métier qui va bien lui convenir.